Dans l'actualité des idées aujourd'hui, pourquoi prendre le temps d'être en retard comme ce lapin dans Alice au pays des merveilles? Avec notre invitée, on en parle jusqu'à 13h30, la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet, maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne, auteure précédemment de La psychanalyse est un humanisme et du voisinage, réflexion sur la coexistence humaine chez Albin Michel. Elle publie aujourd'hui, toujours chez le même éditeur, Albin, un éloge du retard, une invitation à prendre le temps, à lutter contre la pression de l'horloge, contre cette angoisse qui nous hante, être en retard. Et si lever le pied, c'était aussi apprendre à exister, de la condition temporelle à la condition humaine. Bonjour Hélène Leuillet. Bonjour Olivia Jasper. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas le temps. Ça, ce sont des mots qu'on entend le plus en plus souvent. Vous, qu'est-ce que vous entendez derrière cette phrase? Elle est vraiment révélatrice de la course folle à laquelle nous sommes contraints aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire, c'est une excuse un peu usée, mais c'est la vérité. Et là, on voit comment le retard et l'avance jouent bien chez Lévis-Carroll, qui était en avance sur son temps pour décrire cette course folle et absurde qui nous fait tellement craindre d'être en retard qu'au fond, il y a un moment où nous disons non, ça ne tient plus. C'est souvent de plus en plus vrai. Craindre d'être en retard, vous iriez jusqu'à dire qu'il peut y avoir des vertus dans le retard? Aujourd'hui, ça devient salutaire en soi. Il est fort difficile d'absolutiser les choses ou de dire que ça doit être systématique, parce que si le retard est systématique, non, c'est une emprise sur l'autre, c'est un rapport de force. Mais aujourd'hui, où tout nous porte à anticiper, où on traque chaque instant de liberté, chaque instant de vide, chaque interstice, qui témoigne de la peur du vide que nous avons, alors oui, le retard peut presque devenir une discipline à l'envers. Attention à prendre un peu de retard, à ne pas être trop en avance, à ne pas anticiper. Vous voyez les bêtises qu'on fait quand on anticipe. Après, il faut revenir en arrière, on confond tout, on dit aux gens « je vais être en retard ». En fait, après, on dit « ah ben non, finalement, je vais être à l'heure », mais l'autre s'est mis en retard et on confond tout. Faire attention à ne pas anticiper. Et c'est une invitation à décélérer qui n'est pas forcément du goût de tous. Souvenez-vous de Georges, personnage incarné par Jean-Pierre Bacry dans Cuisine et dépendance, s'agaçant du retard de l'un des autres invités. Ah, quel mépris. 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Allez lui expliquer, Hélène Leuillet, à Georges que le retard peut aussi être révélateur d'hospitalité, comme vous le faites dans votre éloge du retard. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que justement, le retard, c'est les petites variations qui comptent. C'est-à-dire que 2 heures de retard à un dîner, c'est vrai que c'est un peu trop. Et ça nous rappelle que souvent, le retard est l'apanage des puissants. C'est-à-dire comment est-ce qu'on teste la docilité de l'autre? En le faisant attendre. Que ce soit dans le travail, dans la politique ou bien dans la vie. Ceux qui mettent les autres sous emprise les font attendre. Mais en contrepartie, il faut dire que c'est pas non plus très poli d'être complètement ponctuel. On a fini par oublier ça. Le fameux quart d'heure de retard. Le fameux quart d'heure de retard, de politesse. Je veux dire, si le même Bacry a des invités qui sont 5 minutes en avance, il faudrait voir sa tête aussi. C'est pas possible. Il y a un moment de retard qui laisse à l'autre aussi le temps de respirer, le temps de sentir le temps, le temps du temps. C'est ça que nous avons perdu, je crois, le sentiment du temps. Et c'est pas gagné de sentir le temps. Je ne sais pas contre quoi nous nous défendons, certainement contre des choses très, très importantes de notre condition, de notre vie et de notre rapport à l'autre, pour ainsi ne plus supporter le retard. Donc il est salutaire, il est hospitalier aussi, parce qu'il est aussi le temps d'attente de l'autre. Vous voyez, quand nos invités ont un quart d'heure de retard, on pense à eux. Voilà. Et donc on les accueille. C'est le temps où l'autre n'est pas là, on l'attend.
Voilà, dans cet extrait qu'on a entendu de Cuisine et Dépendance, la ponctualité apparaît comme une exigée, en tout cas cette ponctualité exigée apparaît comme une rigidité, là où elle a longtemps été signe de politesse. C'est pas tant sur ce terrain-là que vous vous placez, vous déplacez un peu la question sur un autre champ qui est celui de la contrainte et celui de la liberté, hein. Le retard comme une liberté qu'on se réapproprierait. Oui, tout à fait, parce que le vrai retard, c'est celui qui n'est pas calculé, qui nous surprend nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui s'est passé, on s'est mis en retard, on ne sait pas comment. Et c'est là qu'est la liberté, dans ce mélange de gêne, de surprise et d'une sorte de jubilation d'avoir reconquis quelque chose. Alors, c'est la reconquête du temps subjectif. C'est pas tant les horloges que je mets en cause, parce qu'évidemment, on peut pas avoir un rapport comme ça, océanique au temps, prendre tout son temps, tout le temps, c'est pas possible. Sinon, il n'y a pas de rapport à l'autre. Il faut bien qu'on ait des rendez-vous. Il faut bien qu'on ait quelque chose qui soit commun, qui soit une heure commune. Mais néanmoins, cette possibilité d'être un petit peu souple, c'est-à-dire de pas toujours être dans le temps de l'autre, elle nous oblige à nous recentrer un petit peu sur nous-mêmes. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a plus de rapport subjectif les uns aux autres et qu'il n'y a plus que cette contrainte qui épuise les sujets avec les nouvelles pathologies qu'on rencontre d'insomnie, de burn-out, qui viennent de ce que le régime de la contrainte est toujours plus perfectionné. Parce qu'il faut dire aussi qu'avant, il n'y avait pas seulement l'excuse du quart d'heure de politesse, comme vous dites, mais il y avait aussi le fait qu'on n'avait pas tous la même heure. On était d'accord sur le principe d'une heure commune. Mais vous savez ce qu'on disait? On disait ma montre est en retard, je ne sais pas ce qui est arrivé, elle s'est arrêtée, etc. Bref, hein, le calcul de l'heure n'était pas évident. Mais aujourd'hui, le contrôle du temps s'est accru par les nouveaux moyens de compter l'heure et puis de se surveiller les uns les autres, hein. On a beaucoup parlé du télétravail, mais le télétravail, c'est aussi un calcul du temps, un contrôle extraordinaire du temps à la minute près, souvent. Alors c'est la montre qui s'est arrêtée, c'est le scooter qui est tombé en panne ou, comme l'évoque Jean-Pierre Bacry dans cet extrait, ça peut être les embouteillages qui nous mettent en retard, surtout quand on habite dans une grande ville. On en a connu beaucoup des embouteillages aux abords, au centre des villes ces dernières semaines. Vous avez réfléchi à cette question pour la revue en ligne AOC. Dans la grève, est-ce que vous pensez qu'une tolérance nouvelle est née, peut naître par rapport au retard? Est-ce qu'elle, ça dans la perception de l'autre et pour nous-mêmes, est-ce qu'elle nous apprend aussi, la grève, à organiser notre temps autrement, à reconquérir un temps qui peut s'avérer perdu? Oui, là, cette grève, je crois, nous a appris beaucoup de choses, hein, pour les habitants de Paris, la région parisienne, et puis pour tous ceux qui ont pris le train. Je crois que la grève nous a appris beaucoup de choses. Mais là, la grève des transports à l'intérieur de la ville, à l'intérieur d'une grande ville, nous a montré d'abord à quel point nos emplois du temps sont chargés, à quel point nos emplois du temps sont calculés au plus près. C'est-à-dire que je crois que presque tous d'entre nous, nous avons dû supprimer des choses dans nos journées, parce que le temps de trajet était multiplié par 2 ou 3. Donc, je veux dire, ça nous apprend cela. Ensuite, ça nous a appris, je crois, à ressentir un petit peu de temps, parce qu'on ne sent pas le temps de la même manière quand on marche à pied et quand on est dans le métro, qu'on court après le bus. Le nombre de personnes qui disent qu'ils ont enfin regardé les immeubles du quartier dans lequel ils vivent depuis des années, c'est extraordinaire, parce que quand on marche, on regarde en l'air et enfin, on voit sa ville. Donc, je dis, la grève, elle nous a permis de reconquérir un temps autre, hein, un autre temps, un temps autre, comme ça, au cœur du temps. Hein, voilà. Il n'y a pas besoin de messianisme pour un temps autre, hein, il n'y a pas besoin d'un après le temps. Mais à l'intérieur même de notre temps, c'est ça le retard, il y a un autre temps, pour peu que, évidemment, on se prête à être à cette disponibilité en quelque sorte, hein. La grève, elle nous a rendus disponibles à un autre temps. Mais pourtant, le temps d'une journée est toujours le même. Est-ce que ça veut dire qu'on va être dans ces moments-là simplement moins productif, qu'on utilisera moins ce temps à bon escient? Oui, mais c'est cette hyper-productivité, hein, qui constitue la contrainte contemporaine. Et même cette hyper-productivité qui est le temps de la créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est très usant pour les sujets d'aujourd'hui, c'est qu'on va à la pêche aux idées, vous savez, comme on dit, à la pêche à la créativité. Et là, tout doit être rentabilisé, y compris le temps libre. Et c'est pour ça que
le retard, c'est un temps qui est hors production, qui ne peut pas être rentabilisé. D'abord parce qu'on est d'abord tellement surpris qu'on ne pense pas, et que là, au moins, si quelque chose de la créative, on renoue avec une créativité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui est pas donné tout de suite donné à l'autre. Alors, il y a une étude qui a été faite à ce sujet par l'Université de San Diego, je ne sais pas ce qu'elle vaut, il y a 1 ou 2 ans, qui disait que ceux qui sont en retard, les retardataires, sont plus enclins à la créativité, plus enclins aussi à l'optimisme, renversant là encore le sens des pendules, Hélène Leuillet. Vous avez évoqué l'insomnie tout à l'heure, l'insomnie comme aussi un symptôme de cette folie du temps perdu, une société du temps perdu qui est une société d'insomniaques, on ne sait plus dormir, on ne peut plus dormir. Figurez-vous qu'en 63 déjà, un inventeur, Robert Lasserre, avait pensé à imaginer, à concevoir, inventer une machine à faire dormir les insomniaques. Monsieur Lasserre, pour des millions de personnes, vous venez d'apporter un certain réconfort, dans la mesure où vous venez de trouver un appareil destiné à faire dormir les insomniaques. C'est exact. Par le procédé d'une technique basée sur le yoga, sur la mise en évidence des rythmes de yoga. Et quelle est l'application technique? À quoi cela se résume, cette machine à faire dormir? Elle se résume à mettre en évidence, sous la forme d'un rayonnement lumineux, de couleurs, de longueurs d'onde et de rythmes particuliers, les rythmes de yoga les plus propres à décontracter et à produire l'inhibition du cerveau, donc le sommeil. Comment se présente-t-elle exactement, cette machine? Sous la forme d'une boîte, que vous voyez, petite, une sorte de petite télévision, que l'on branche, que l'on regarde, sur laquelle on rythme sa respiration, et le sommeil venu, elle s'arrête automatiquement. Mais faut-il des conditions particulières pour l'utiliser? Oui, la condition essentielle, ce sont les conditions favorisantes du sommeil naturel, le silence et la pénombre. Voilà, alors aujourd'hui le yoga s'est généralisé. Le yoga, la méditation, Oui. enfin toutes les techniques qui sont des alternatives à la grande pharmacie, quoi, vraiment à tous les psychotropes ou anxiolytiques que nous prenons massivement pour dormir. C'est-à-dire que le sommeil lui-même devient une contrainte. Il faut dormir. Alors que je pense qu'il y a une résistance dans beaucoup d'insomnies. Alors, je ne dis pas que le manque de temps est la seule cause des insomnies, mais je dis qu'en tout cas, il y a cette nouvelle forme d'insomnie qui se généralise, où on voit que faute d'avoir un petit peu de temps pour soi, un petit peu, de ces petits retards, de ces petits interstices où il se passe rien et juste, on est en compagnie de soi-même. Mais contrairement à Christophe Bouton, vous dites que c'est pas l'urgence qui nous plonge dans l'insomnie, c'est plutôt la perte du temps subjectif. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça, parce que j'ai eu ce dialogue effectivement avec Christophe Bouton sur cette question, parce que c'est plutôt la perte du temps subjectif. D'ailleurs, si on regarde les métiers de l'urgence, parce qu'il y a des métiers de l'urgence, vraiment en médecine, la police, c'est un métier de l'urgence. En fait, d'abord, dans ces corps de métier, on n'est pas tout le temps en état d'urgence. Au contraire, d'ailleurs, il faut aussi qu'il y ait pas mal d'attentes et pas mal de rien pour pouvoir être disponible pour l'urgence. Et puis, l'action en état d'urgence, elle s'apprend, elle fait l'objet d'une formation. Et souvent, vous remarquerez que dans cette formation, la personne qui doit agir en urgence, il y a toujours un moment où elle se reconcentre. C'est-à-dire qu'elle doit se centrer sur son temps subjectif. Si le temps subjectif est perdu, alors, dans l'urgence, on fait exactement n'importe quoi. Et des bêtises, la plupart du temps. Parce que sinon, vous savez, c'est toute cette abstraction des choix rationnels aussi. Si on est dans une situation où on doit écraser quelqu'un, est-ce qu'on va choisir telle situation? Non, c'est absurde. Dans l'urgence, il n'y a pas de choix rationnel. Dans l'urgence, si on n'est pas préparé, si on n'a pas subi une formation spéciale, on agit n'importe comment. Donc c'est bien la preuve que la condition de l'action, elle est dans le temps subjectif. Et ce qu'on a perdu, c'est plutôt le temps subjectif. Parce que moi, je ne suis pas non plus forcément pour la lenteur, la déconnexion, etc. Je veux dire, il y a parfois une jouissance d'aller vite. Il y a parfois aussi des moments où, évidemment, dans l'urgence, il faut se décider rapidement. C'est pas tant la vitesse qui est un problème, ni l'urgence en soi, parce que parfois, il faut y faire face. C'est que pour pouvoir faire face à toutes ces situations, il faut être capable de s'installer dans son temps subjectif, de se reconcentrer sur soi-même. Et là, dans cette course folle, je crois qu'on ne peut même plus agir dans l'urgence. Parce qu'on a perdu
cet ancrage dans le temps subjectif qui nous apprend à savoir comment agir sans faire trop de bêtises, quoi. Et là, il y a paradoxe encore, parce qu'il y a cette injonction, cette culpabilisation à dormir, voire à bien dormir. Et en fait, on est tellement mis sous pression de bien dormir qu'au final, on a peur de ne pas y arriver, peur d'être en retard aussi, parce que sommeil et échec face à cela. Le discours sur le sommeil est magnifique de contradictions aujourd'hui et de double contrainte, puisque d'un côté, on nous dit dormez, sinon vous ne serez pas en forme, vous ne serez pas performant, vous êtes fatigué toute la journée, vous ne pourrez pas vous concentrer. Et puis d'un autre côté, tout nous incite à ne pas dormir. Donc on est pris dans cette injonction contradictoire, et d'autant que le sommeil ne se décrète pas, ne se rentabilise pas, et qu'au fond, dormir, c'est toujours prendre le risque d'être en retard, parce qu'on ne sait jamais comment on va dormir. Si on se met à dormir vraiment, profondément, c'est bien, on peut ne pas entendre les réveils, etc. Donc on est toujours à la merci d'un acte manqué quand on prend le risque de dormir. Donc dormir et ne pas dormir. Voilà, et vous dites aussi ça, c'est l'insomnie. Le sommeil est politique et qu'en même temps, il ne peut y avoir de politique du sommeil. Alors, est-ce que cet éloge du retard que vous nous faites ici, Hélène Leuillet, va de pair avec un éloge de la paresse? Pour y répondre, je vous propose d'écouter les mots de Georges Moustaki. C'est un livre de Paul Lafargue qui était député dans les années 20 et qui s'appelle Le droit à la paresse. C'est-à-dire au moment où l'Europe industrialisée découvrait le travail industrialisé, c'est-à-dire particulièrement oppressif, Paul Lafargue, à la Chambre des députés, a proposé un droit à la paresse qui rejoint des aspirations qu'on a trouvées par la suite, aussi bien dans les mouvements d'après-guerre, dans les mouvements hippies, dans les mouvements écologistes. C'est le droit à s'amuser un peu dans cette vie et ne pas penser à consommer, à produire exclusivement. Voilà, Georges Moustaki citant le droit à la paresse de Paul Lafargue. On est en 1982. Vous dites effectivement, on peut en revenir à cet éloge de la paresse, mais il faut quand même réactualiser cette pensée qui a été importante en son temps de Paul Lafargue. Pourquoi? C'est autour de la question du travail que vous apportez de la nuance? Oui, tout à fait, parce que dans la paresse, il y a ce qui est de commun à la paresse et au retard, c'est le rien, quoi. C'est-à-dire que voilà, quand on est paresseux, on ne fait rien, et le retard, c'est un temps où on n'a plus rien à faire parce qu'on est en retard sur les échéances. Mais c'est néanmoins différent parce que je pense que le rapport au travail a quand même changé entre les années 20 et aujourd'hui. Je pense que évidemment, il y a une exigence de performance et de productivité, ça aussi c'est commun, mais ça passe pas de la même manière. Je pense que le droit à la paresse, il venait d'un moment où le travail était conçu comme une discipline, où la performance, elle est d'une discipline, de cette rigidité dont Bacri était l'exemple. Il faut être à l'heure, il faut être ponctuel, il faut être rentable, il faut qu'il y ait plus, etc. Mais sur le mode de la discipline. Mais je pense qu'on n'en est plus à la discipline. Là, je suis assez d'accord avec ce que dit Richard Sennett sur les temps du capitalisme, qui est quand même le mode de production que nous connaissons, et qui a connu un moment de stabilisation comme ça, où pour être rentable, il avait instauré une discipline. Mais la discipline, elle suppose aussi qu'après le travail, ce soit plus le travail, etc. C'est encore un ordre. Et qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose de beaucoup plus sauvage. Et d'un appel à la productivité par la créativité. C'est-à-dire qu'on va chercher les ressources du sujet. Et puis, il y a quelque chose de très chaotique dans le régime temporel qui est le nôtre. Il y a vraiment quelque chose d'une folie et d'une indiscipline dans les rythmes de travail. Aller toujours plus vite. C'est séparer la séparation entre le privé et le public, qui est propre à la discipline aussi. Il y a un temps pour le travail et un temps pour la récupération de la force de travail. Eh bien, aujourd'hui, on ne connaît plus le nombre de personnes qui terminent leur journée en s'endormant avec l'ordinateur sur les genoux pour avancer quelques mails ou un dossier, etc. On ne le compte plus. Et les vacances, ça sert aussi à se mettre en retard, à rattraper le retard qu'on a pris sur le travail. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu fou qui me semble un petit peu nouveau par rapport à cette époque où, du coup, la résistance, c'était ne rien faire. Là, aujourd'hui, c'est plus possible de ne rien faire. Ce qu'il faut, c'est retrouver son ordre propre, en quelque sorte, sa discipline personnelle, qui est presque une antidiscipline, qui est de ne pas trop céder à cette injonction d'être à l'heure, mais de prendre un peu de retard, se décaler un peu.
Invitée jusqu'à 13h30, la psychanalyste et philosophe Hélène Leuillet à l'occasion de l'apparition de son Éloge du retard, c'est chez Albin Michel, France Culture. Le temps passe, mais tranquillement, il est 13h16 et on est ensemble encore pour un bon quart d'heure. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Hélène Leuillet, dans votre Éloge du retard, vous faites en fait comme Paul Virilio ou Hartmut Rosa le constat de cette accélération du monde. Ce qui est intéressant de comprendre à quoi ça tient, on a évoqué là quelques pistes, et notamment celle d'un capitalisme qui met en place un système qui nous met toujours en retard. À quoi ça tient, mais surtout quelles conséquences ça peut avoir. Qui sont pour vous aujourd'hui les maîtres de l'horloge, ceux qui nous poussent à appuyer sur l'accélérateur ? Écoutez, ça c'est une question très compliquée de savoir quelle est la cause. Parce que, à vrai dire aussi, on peut toujours se demander ces évolutions du productivisme, à quoi sont-elles dues ? Alors, est-ce qu'il y a vraiment des responsables ? Ou bien est-ce qu'il y a une défense un peu commune contre, après tout, ce rien qui nous habite, ce rien qui fait la condition humaine. Et c'est à se demander quand même si tout le système de cette course folle n'est pas en soi une défense contre la mélancolie, une défense contre notre condition d'être parlant, qui fait qu'on est prêt à tout, même esclave volontaire, pour entrer dans ce système productiviste, pour aller toujours plus vite, jusque dans la vie, jusque dans le curriculum vitae. Vous savez, aujourd'hui, le nombre de jeunes qui, à 25 ans, se disent « si je n'ai pas fait mon opus magnum, mon œuvre maîtresse, c'est fini, c'est trop tard ». Et le nombre de vies qui se déroulent entre 30 et 40 ans, parce qu'avant, on n'est pas assez formé, et après, c'est trop tard. On est déjà presque vieux. Donc, il y a comme, c'est même pas seulement que la vieillesse aujourd'hui n'est plus honorée comme elle devrait l'être, qu'on est senior à 60 ans, etc. Mais c'est que le temps de la vie s'est en fait rétréci. Et donc, on est esclave volontaire, on est en une servitude volontaire à l'égard de ce temps de la productivité, si bien que je pense quand même qu'on peut dire que les évolutions du capitalisme elles-mêmes sont liées aussi à un mouvement un petit peu général de défense contre ce que la paresse nous enseignait, contre ce que le retard nous enseigne, c'est-à-dire que du temps, on n'est pas maître, qu'on est obligé aujourd'hui de rappeler ces évidences qui sont des truismes dans l'histoire humaine, mais sans lesquelles il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de culture humaine non plus. C'est-à-dire qu'on est habité par une forme de vide, que le rien est premier et que ça va, et qu'on fait avec. Mais manifestement, aujourd'hui, on se défend contre ça. Ça, on ne le supporte plus. Et c'est ça qui est grave et qui est mortifère, en vérité. C'est cette accélération qui provoque une famine temporelle, comme l'a qualifié Hartmut Rosa, que vous citez d'ailleurs dans cet ouvrage, le philosophe allemand de l'école de Francfort, auteur d'un livre précurseur sur cette question du temps, Accélération, une critique sociale du temps. Et alors que paraît justement en France son dernier essai ou nouvel essai, Rendre le monde indisponible, c'est à la découverte. On va l'écouter justement sur cette question de l'accélération. Quand devient-elle problème, Hartmut Rosa? Je ne crois pas que le problème réside dans l'accélération en tant que telle, donc dans le fait que les processus deviennent plus rapides. Je suis content moi aussi quand les secours arrivent vite, ou quand la connexion Internet avec le téléphone portable ou l'ordinateur est rapide. L'accélération est uniquement un problème quand elle crée une aliénation, quand elle nous force à accélérer de manière à ce que nous ne puissions plus maintenir un contact en résonance avec ce qui nous entoure. Et la même chose vaut pour la technologie. Elle nous aide à bien des égards à rester en résonance. Par exemple, quand ma famille, ma fille, mon fils ou quelqu'un d'autre est loin, Skype ou d'autres technologies et médias sociaux m'aident à maintenir la relation de résonance. On ne peut donc pas dire catégoriquement que la technique tue les résonances. Mais il y a des contextes dans lesquels la technicisation et la mise à disposition du monde compliquent la résonance. Voilà, cette idée de résonance d'Hartmut Rosa, qu'il définit comme la relation entre l'homme et le monde. Peut-être vous pouvez nous l'expliquer un peu mieux et nous dire surtout ce que ce concept vous intéresse. Oui, c'est très beau. Enfin, je veux dire, Rosa est très intéressant parce qu'effectivement, il ne s'est pas contenté de décrire l'accélération au risque de
de paraître. Enfin, je pense qu'il fait allusion à des lectures un peu fausses qui ont été faites de ses premiers textes, un peu technophobes. C'est pas du tout ça. Il tend bien à préciser cela. Et puis surtout, il essaye de trouver des remèdes, hein, de dire, voilà, la résonance, c'est le remède à l'accélération dans sa version aliénante. Alors, moi, je dirais que je l'explique en essayant de dire il faut aller encore un petit peu en deçà. C'est-à-dire la résonance, elle n'est possible qu'à partir du moment où on a reconquis un peu de temps subjectif, où on subjective un peu le temps, où on peut être dans le temps à la première personne. Je pense que ça correspond à ce qu'il dit. C'est-à-dire que la résonance, comme il dit, c'est un contact. Ça peut prendre aussi la forme de la contemplation. Il y a de nombreux contemporains qui cherchent des remèdes un petit peu à cette aliénation nouvelle qu'est l'aliénation au temps. Il y a Byung-Chul Han aussi qui dit c'est la contemplation. Mais voilà, moi j'ai la contemplation, la résonance, ce mode de contact effectivement avec les choses. C'est possible parce que il y a un moment où on accepte de conjuguer le temps à la première personne, et c'est un risque inhérent à la condition humaine. Moi, ce que je dirais, c'est que dans la résonance, dans la contemplation, il y a cette expérience, oui, du rien, du vide, et que c'est ça, paradoxalement, mais ça c'est le paradoxe de la condition humaine, qui fait qu'il y a contact, qui fait qu'il y a rencontre, qui fait qu'il y a de l'altérité. C'est qu'on rencontre aussi l'altérité en soi-même, dans ce qui n'est pas forcément, je pense Rosa le dit aussi à certains moments, une lenteur ou une déconnexion, mais qui est que il y a possibilité de laisser des espaces, que tout ne soit pas compact dans le temps. Parce que bizarrement, la rencontre, elle a besoin, la rencontre avec le monde, avec les choses, avec les autres, elle a besoin que le monde ne soit pas trop compact, qu'on puisse respirer un peu, qu'il y ait des interstices. Et vous dites aussi, Hélène Leuillet, que le temps, c'est l'expérience de la perte, et que la perte, c'est la condition du langage et de notre existence, c'est ça, d'être c'est parlant. Ça. Je crois que les psychanalystes, nous devenons les gardiens de la perte, en fait, et à dire des choses, moi, j'ai le sentiment parfois tellement banales, qui sont qu'effectivement, par exemple, concernant le temps, ben voilà, nous travaillons à perte. Le temps, il passe. Nous pouvons toujours essayer d'en gagner. En fait, on le perd toujours. Et que tout ce qu'on peut faire, c'est retarder. Et que la vie, elle est retard. Elle est retard contre l'échéance ultime. Et qu'au fond, qu'est-ce que nous avons? Un peu de temps. Et ce temps, nous le perdons toujours un peu plus chaque jour. Donc, cette perte qui est en même temps la source du jaillissement de la vraie créativité, de la joie aussi. Voilà, c'est ça que j'opposerais d'ailleurs à des conceptions un peu doloristes de réhabilitation de l'ennui ou d'une contemplation abstraite. C'est que non, au contraire, l'acceptation de la perte, c'est la condition de la vraie joie. Et le temps, c'est la bonne école pour accepter la perte. Alors comment fait-on? Comment résister à cette accélération? Écoutez, je crois qu'il y a même des petits trucs, en vérité. C'est-à-dire que, par exemple, se donner un tout petit laps de réponse, par exemple, dans toutes les sollicitations qui sont les nôtres. C'est pas faire attendre 2 heures comme les invités de Bakri. Mais, vous savez, aujourd'hui, il y a une injonction à répondre dans l'immédiat, par retour de mail, comme on nous dit. Oh, oui, d'accord. Enfin, on peut se dire de toute façon, la personne ne sait pas encore précisément, et même si elle le sait, parce que ça va arriver par l'instrument de contrôle, très bien, tant pis, je prends un petit peu de temps. Par retour de mail, oui d'accord, mais quand on peut se donner un petit laps de temps pour répondre aux textos, pour répondre aux mails. Voilà, c'est pas forcément l'impolitesse, c'est le temps de se retrouver soi-même. Et vous avez d'autres trucs, vous dites on peut aussi résister en se déconcentrant et en lisant. Vous replacez aussi la lecture au cœur de ce processus de reconstruction ou de réappropriation du temps. Alors évidemment, on se plaint que les enfants ne lisent pas, etc., mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que le temps de lire, et de lire des longs livres. Je sais bien qu'on écrit tous des livres de plus en plus courts, parce qu'on est pris aussi dans ce mouvement-là. Mais un long roman comme La Chartreuse de Parme, comme La Guerre et la Paix, mais c'est extraordinaire. C'est des romans qui nous emmènent dans toute une vie, qui nous prennent du temps,
mais qui en même temps nous permettent aussi de symboliser le temps. C'est-à-dire que, voilà, se faire les gardiens de la perte, c'est pas non plus, voilà, vivre la perte sur un mode doloriste, triste et morose. Non, pas du tout. La perte, c'est aussi ce qu'on symbolise tout le temps. C'est pour ça que c'est jaillissant d'idées, etc. Et il n'y aurait pas de culture, sans ce sentiment du temps, parce qu'au fond, penser, écrire, écouter de la musique, qu'est-ce que c'est? Sinon, faire quelque chose du temps qui passe et transformer les choses en temps qui passe, c'est-à-dire en passé, c'est-à-dire les vouer à une forme d'inexistence qui est une nouvelle existence pour elles et qui nous aussi, comme dit Mallarmé, nous fait baigner dans une neuve atmosphère, nous donne aussi quelque chose d'autre. C'est la richesse de la mélancolie, que de nous donner goût à la culture. Donc la lecture, elle en fait partie, et je crois que parfois aussi, on a sans doute des insomnies pour se donner le temps de lire. Parce que là, après tout, le temps ne passe plus. Je veux dire, entre 3 et 5 heures du matin, que faire? C'est le moment parfait pour lire. Et c'est peut-être que justement ce temps de lecture que nous n'avons plus, vous savez, même aujourd'hui à l'université, il faut écrire des articles plus que des livres, parce que c'est quand même de la pensée rentabilisée, l'article, bien condensé et bien rentabilisé, on n'a plus le temps de lire des livres. Dans son nouvel essai qu'on évoquait, Hartmut Rosa nous parle de rendre le monde indisponible. C'est peut-être l'étape encore d'après. Ce livre paraît à la découverte. Il y interroge le projet de nos sociétés modernes, comme vous, dans l'éloge du retard. L'exploitation des ressources, la maîtrise des techniques, les progrès scientifiques. On a tout aujourd'hui, on a tout mis aussi à notre pas. Pourquoi, à mesure qu'on en prend le contrôle, notre monde nous apparaît de plus en plus vide, illisible, muet? Ça, c'est un autre paradoxe. Je crois qu'à force d'avoir mis les choses à notre disposition, nous nous sommes rendus complètement indisponibles. Nous ne sommes plus disponibles à rien. Enfin, en tout cas, moi, je lis Rosa comme ça aussi. La résonance, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire aussi. C'est-à-dire que, effectivement, là où le monde pouvait nous parler, où la rencontre pouvait s'effectuer avec quelque chose, avec quelqu'un, ou d'ailleurs on peut se préparer à la rencontre avec quelqu'un parce que les choses évoquent de nous, parce que nous vivons dans un monde de langage, eh bien nous nous sommes rendus indisponibles, parce que ce que nous avons en tête, ce sont des échéances. Quand je dis aussi, c'est un des trucs, pendant les insomnies, on peut lire, c'est que pendant les insomnies, c'est mieux de lire que de refaire son emploi du temps. Parce qu'alors là, on n'est même plus disponible à soi quand, pendant les insomnies, on pense à ce qu'on va faire le lendemain, à quel moment on va rentabiliser sa journée. Là, le monde, effectivement, devient muet. On ne peut même plus entendre le silence, on ne peut même plus regarder l'obscurité, parce que le monde est devenu muet, tout à fait. Merci d'avoir trouvé les mots pour nous en parler, Hélène Leuillet. Merci. Éloge du retard, votre nouveau livre vient de paraître chez Albin Michel. Pour ceux qui sont abonnés à AOC, je vous invite donc à lire cet article, La grève, une reconquête du temps perdu, que vous avez signé pour cette revue en ligne. C'est une nouvelle belle semaine de Grande Table qui vient de s'achever. Un grand merci à toute l'équipe qui l'a programmé et préparé, aussi prendre le temps d'articuler ce sans retard. Merci beaucoup à Jean-Christophe Brianchon et à Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, avec l'aide toujours très précieuse de Sophie Marty et de François Bréhus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Gilles Blanchard avec Pierre Faucillon, merci à eux, et à la vidéo Morgane Danan et Ludovic Auger. Très bel après-midi à tous sur France Culture.